Alors, moi, je vais vous parler de la Chine d'une manière un peu particulière, c'est parce que je la fréquente. En fait, je n'ai pas étudié la Chine, je la vis. Alors, ça va être un petit peu un parcours particulier, parce que je la vis non pas en universitaire qui découvre une culture, mais en artiste qui s'y frotte d'une manière sensible. Alors, c'est un tout autre parcours que je vous invite à me suivre. Voilà, l'écriture chinoise. Alors, je suis revenue comme Xavier. En fait, on n'a pas vu nos diaporamas avant, et vous verrez qu'il y a pas mal de parallèles à faire avec ce que vous avez dit, Xavier. Les premières traces de l'homme préhistorique. 20 000 ans avant notre ère, les hommes tracent leurs premiers signes, et en Chine, on a retrouvé bien avant que l'écriture ne s'écrive, l'écriture s'est gravée, c'est ce que tu as dit avec le cunéiforme, et là, en Chine, on a retrouvé des premiers signes gravés sur des carapaces de tortues, sur des pierres. Voilà, donc 20 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire quasiment, même peut-être un peu avant les grottes de Lascaux. Donc c'est dire que c'est tout de même très lointain. Et ce qui est étonnant en Chine, alors peut-être pas tout à fait avec cette écriture-là, mais ce qui est particulier avec l'écriture chinoise, c'est que c'est la seule écriture au monde qui n'a jamais changé. Alors, vous allez le comprendre. Donc, à partir du XIVe siècle avant notre ère, donc bien plus tard, les inscriptions qui sont en dessous, donc c'était sur des omoplates de bovidés, c'était sur toujours des carapaces de tortues, et l'écriture, avant de devenir utile pour le commerce, pour le lien, pour la transmission, c'était avant tout la divination. Et vous savez que les Chinois ont une culture de la divination qui est très très importante, avec, mais on n'en parlera pas beaucoup parce que c'est tellement un empire immense, j'ai dû me resserrer quand même sur l'écriture. Mais la divination en Chine n'a jamais cessé de séduire et d'être immédiatement associée à toute forme de culture. L'écriture chinoise est l'une des plus écrites, est l'une des 3 écritures idéographiques apparues dans l'histoire humaine, les 2 autres étant bien sûr les écritures de Sumer et de l'Égypte. Et d'ailleurs, le montage est quasiment le même. Alors, on a beaucoup, vous savez que les Chinois ont découvert très tôt le bronze, le papier, bien avant tout le monde, l'imprimerie, bien avant le Gutenberg. On a oublié que la Chine était quand même assez précurseur de pas mal de choses. Et il y avait effectivement le bassin méditerranéen qui était très civilisateur, mais la Chine a été civilisatrice de toute l'Asie. Le Japon, le Vietnam et autres sont venus puiser en Chine pour après se singulariser dans leur propre culture. Alors, quelques notions sur la Chine. C'est un très grand pays, comme vous le savez, 17 fois et demi plus grand que la France. Il est un pays multiethnique, à l'époque et aujourd'hui, et ça c'est peut-être un des pays le plus multiethnique. On y compte 56 ethnies, dont 55 sont minoritaires. L'ethnie principale, ce sont les Han, ce qu'on appelle les Han, et c'est 92% de la population. Dire que les 55 autres ethnies sont réellement minoritaires. Chaque ethnie a sa langue propre, alors est-ce lié au phénomène multiethnique, très certainement. Donc chaque ethnie a son dialecte, ce qui complique bien les choses dans un pays aussi immense, ce qui rend la compréhension d'une ville à l'autre parfois difficile, voire même impossible. Encore aujourd'hui. Cependant, le mandarin a été instauré comme la langue écrite commune à toutes. C'est-à-dire que la langue parlée est spécifique à chaque ethnie, mais la langue écrite est commune à tout le monde. Ce qui fait que couramment à Shanghai, je parle de Shanghai parce que c'est une grande ville et j'y vais, c'est principalement là que je vais, ou à Pékin, dans ces villes-là, quand on veut demander quelque chose à un Chinois, généralement on se heurte à l'incompréhension du problème multiethnique. Par contre, si on écrit le signe dans sa main, et on voit très souvent les gens qui écrivent les signes dans la main, et là, ils se comprennent. Donc la langue écrite est commune à tout le monde, et heureusement, sinon, ce serait très difficile d'uniformiser ce grand pays. L'ethnie des Han, dit chinois de pure souche, est majoritaire et représente 94% de la population. L'écriture chinoise et l'écriture des Han, dit Hanzi, écriture idéographique,
elle remonte à 7000 ans. Donc vous voyez, c'est bien antérieur à tous ces courants sumériens et autres. Ces idéogrammes appelés aussi caractères sont la pensée symbolique de la Chine. Et ça, on va en reparler. Pour exprimer une pensée plus complexe, on associe 2 ou 3 pictogrammes et idéogrammes. Je ne vais pas redire ce que sont les pictogrammes et les idéogrammes. Xavier, tu l'as très bien expliqué. On a le même montage de compréhension en Chine. Les 52 000 idéogrammes dans un dictionnaire choisi chinois complet sont groupés en 214 radicaux différents, ce qui permet quand même d'apprendre cette langue qui est très complexe. Le radical indique à quelle famille appartient un idéogramme. Je vais vous l'expliquer après. Donc la Chine multiethnique, on ne va pas s'étendre, mais on sait que quand on voyage dans ce pays-là, on a l'impression de voyager dans différents pays. Parce que véritablement, chaque ethnie a sa coutume et on ne peut pas comparer les Tibétains avec les Han du Nord. Alors, une légende raconte que l'empereur Kangji, qui a vécu 26 siècles avant Jésus-Christ, serait à l'origine de cette écriture. Je vous l'ai marqué parce que c'est important de savoir comment on arrive à une écriture pictographique et idéographique. Ce n'est pas par hasard et ce n'est pas par décision pure. Et cet homme-là, qui était certainement un homme extrêmement ouvert et intelligent, il avait trouvé des signes graphiques après avoir observé les corps célestes et les images de la nature, en particulier les attitudes corporelles des animaux, des oiseaux et des hommes. C'est par pure observation que les premiers pictogrammes ont été découverts, découverts. Ainsi, chaque image, attitude est traduite en symboles de lecture très simple. Les pictogrammes, généralement, sont très simples. C'est très élémentaire. Mais je ne vais pas m'étaler non plus parce que Xavier, tu l'as bien expliqué ça. Alors, des découvertes archéologiques à la fin du XIXe siècle, au bord du fleuve Jaune, nous révèlent l'inscription des anciennes traces de pictogrammes et des idéogrammes chinois sur les omoplates des cerfs et des carapaces de tortues. La tortue, il y en a beaucoup en Chine, on en mange beaucoup, et c'est un animal sacré. On le retrouve dans pas mal de situations. Ces idéogrammes, dans leur principe et leur structure, sont les mêmes que ceux actuellement en usage. Ça aussi, c'est important, c'est que s'il y a eu une évolution des styles, il n'y a pas eu un changement de l'écriture. Les enfants d'aujourd'hui apprennent le même chinois qu'on apprenait il y a 2000 ans. L'écriture chinoise ne s'est pas fondamentalement changée. Alors, moi, j'ai découvert la Chine, non pas parce que j'ai fait des études aux langues orientales ou autres, mais c'est à travers ma présence en Chine, des présences répétées depuis 20 ans. Mais il y a un livre fondateur qui s'appelle Vie des Plains de François Schenck, qui à l'époque, que j'ai découvert moi il y a 25 ans, à l'époque on ne connaissait pas cet homme-là, maintenant tout le monde sait qui est François Schenck, les écrits du sinologue et calligraphe Jean-François Bilter, qui est un Suisse professeur de langue chinoise qui a vécu beaucoup en Chine et qui a fait des recherches absolument fabuleuses sur tout ce que sous-tend l'écriture chinoise. Et puis le philosophe français, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, François Julien. D'ailleurs, il va probablement venir dans les Vosges bientôt parce que les psychanalystes de l'Est vont le faire venir. Voilà. Et ça, c'est quelqu'un qui serait bon d'aller écouter. Alors, il est intéressant pour une raison simple, c'est que c'est un philosophe de pensée grecque, mais aussi de la pensée chinoise, et c'est le seul qui a fait de telles passerelles entre les deux cultures. Moi, j'avoue que ça m'intéresse, parce que si je vais en Chine, c'est pas pour faire des chinoiseries, c'est peut-être pour mieux revenir à ma propre culture. Voilà, c'est pas de l'exotisme, c'est simplement par le détour vers une autre culture, m'extraire de la mienne pour mieux y revenir. Voilà, en gros, c'est ça. L'art de l'écriture est traditionnellement considéré en Chine comme l'un des beaux-arts. L'écriture fait partie des beaux-arts, au même titre que la danse, la musique, la poésie. C'est un art, hein, à la différence de l'écriture ailleurs qui n'est pas un art. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne.
L'art de l'écriture chinoise, bien mal nommé par le mot calligraphie. Je pense que c'est mal nommé l'écriture chinoise de dire que ce sont pas des belles lettres. Hein, c'est pas en ça. N'a rien à voir avec la calligraphie en Europe, qui est soit une écriture stylisée, appliquée, régulière, soit une écriture enjolivée de paraphes et d'autres ornements, soit de jeux typographiques. Dans l'ensemble, la calligraphie occidentale est impersonnelle. C'est plutôt un art de bien écrire, c'est s'appliquer, c'est ne pas sortir des lignes, pas sortir du format. L'écriture chinoise, elle, est tout autre dans la mesure, elle a une très grande liberté. Et vous allez voir comment. La calligraphie chinoise n'est ni une écriture appliquée, ni une écriture enjolivée. Elle bannit la stylisation arbitraire des formes. Elle n'a aucun rajout décoratif. L'unique préoccupation du calligraphe chinois est de donner vie à des caractères, de les animer sans les forcer en rien. L'écriture chinoise est une discipline. Et là, on bascule dans le registre des beaux-arts et de la philosophie. Et vous allez voir comment l'écriture chinoise a fait la philosophie chinoise, mais comment la philosophie et la pensée chinoise ont créé l'écriture. C'est intimement lié. Le calligraphe met sa sensibilité au service de l'écriture, puis en vient par un renversement subtil à se servir de l'écriture pour exprimer sa sensibilité personnelle. C'est en ça que c'est un art. Alors, il y a une femme, vous avez certainement croisé ou un de ses livres, ou une exposition, ou une émission, télévision, cette femme qui s'appelle Fabienne Verdier, qui est française, qui habitait Toulouse, et il s'est trouvé que Toulouse est jumelée depuis très longtemps à une ville, Chongqing, qui est au pied du Tibet. Et donc, par le truchement des jumelages des villes, elle est partie en Chine il y a 25 ans. Elle y a séjourné parce qu'elle a travaillé au centre culturel de l'ambassade de France en Chine. Et surtout, elle a travaillé avec des maîtres calligraphes pendant des années. Et maintenant, elle nous rapporte un travail très artistique du trait sur des œuvres très grandes, très personnalisées. Et ça, par exemple, pour les personnes qui feront le stage dimanche, vous comprendrez davantage les choses. Ça, par exemple, c'est une écriture chinoise, mais de pure invention. C'est-à-dire qu'elle a créé ses propres signes, faisant fi complètement du sens, parce que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel pour elle et pour l'ensemble de l'écriture chinoise, même si évidemment elle fait sens, néanmoins, c'est avant tout un trait, une énergie, un rythme, quelque chose qui appartient plutôt au domaine des beaux-arts. Alors, Fabienne Verdier fait des choses très grandes avec des très gros pinceaux sur des très grands espaces. Le calligraphe chinois se sert de l'art de l'écriture pour capter les forces qui viennent du plus profond de lui-même. Vous pouvez noter des noms comme ça parce qu'après, vous pouvez aller voir sur Internet et poursuivre la recherche. Voilà, les Chinois ne parlent pas de belle écriture, mais de l'art d'écrire. Ça change tout, c'est pas la même finalité, pas le même esprit en tous les cas. Le corps tout entier est sollicité. Le geste tout d'abord intériorisé ne permet aucun repentir. Bon, c'est ce que les enfants, les 2 jours-ci, ont découvert. C'est le corps tout entier qui dessine des symboles et des signes. Et ce n'est pas uniquement une petite partie de soi-même, la plus souvent en apnée, complètement pris dans un corps émotionnel. C'est plutôt quelque chose, c'est vraiment un travail d'ampleur, de gestes, ce qui fait la beauté du trait. Le pinceau est l'instrument universel de l'écriture chinoise, donc avant on gravait, et puis très vite les Chinois en sont arrivés au pinceau chinois. Alors, ne rêvons pas aujourd'hui, évidemment, depuis quelques années, enfin depuis les années 30, 40, 50, les Chinois se sont mis au bic, les Chinois ont modifié certaines choses. Déjà, à partir du moment où la Chine s'est ouverte au monde et que le monde est venu en Chine, les Chinois se sont rendus compte que pour créer des passerelles de compréhension, il fallait qu'ils bougent certains principes de leur propre écriture. Et donc les Chinois, qui initialement, comme tu le disais aussi Xavier, écrivent de
droite à gauche et de haut en bas, maintenant ont repris l'écriture horizontale comme chez nous. Voilà. Alors des outils très divers, le pinceau à la hauteur de la surface qu'on utilise, mais toujours ces pinceaux chinois. Et je vous assure qu'écrire avec un pinceau, écrire avec une plume, c'est pas la même chose, c'est pas la même aventure. Donc le caractère chinois désigne un mot ou une idée, ou l'idée d'un mot, sans préjuger de la manière dont le mot peut être prononcé par des Chinois, originaires de différentes provinces, comme je disais tout à l'heure, parlant des dialectes différents. Le caractère est une sorte de signe indépendant du temps et du lieu, soustrait aux vicissitudes de l'histoire. Il constitue un repère immuable dans cette infinité d'impondérables. Fort heureusement, la révolution culturelle, et c'est pour cette raison, je pense, si elle a décimé le patrimoine culturel et calligraphique, entre autres, n'a pu atteindre les principes fondateurs de la calligraphie. Et c'est probablement pour cette raison-là que la calligraphie chinoise est la même aujourd'hui qu'elle était il y a 3000 ans. Et que les enfants chinois écrivent de la même manière aujourd'hui qu'il y a 3000 ans. Alors, l'écriture chinoise, c'est là la complexité de l'écriture chinoise. Autant chez nous, elle est déductive avec un alphabet. Il n'y a pas d'alphabet chinois, ça n'existe pas. Chaque mot désigne un sens différent. Chaque signe désigne un mot différent. Par exemple, le caractère qui signifie rivière, donc chuan, ça se prononce, hein, rien n'indique qu'ils doivent être prononcés ainsi. Il faut l'apprendre. Sa forme évoque une rivière qui coule vers le bas, mais pour être sûr que telle est bien sa signification, il faut aussi l'avoir apprise. Tout ça veut dire que si nos enfants qui rentrent au CP à 6 ans apprennent la lecture et l'écriture en quelques mois pour les plus rapides, mais tout de moins à la fin du CP, tous les enfants savent lire et écrire. Les enfants chinois ils commencent à apprendre à écrire à 5 ans et ils finissent à peu près de connaître 1500 caractères à l'âge d'11 ans. Ça veut dire que pendant 6 ans, ils ne vont faire que ça. Ils vont apprendre tout le répertoire des différents caractères de la Chine. Et je vous assure que ce n'est pas rien. C'est une vraie aventure. Alors, pour dire que le caractère a une valeur qui dépasse le sens du mot, a une valeur sacrée, on assiste à des temples bouddhistes où le simple caractère du Bouddha et non sa représentation suffit à sacraliser le lieu. Évidemment, dans nos églises, ce n'est pas parce que c'est marqué Christ qu'on le personnifie. Bon, pour plein de raisons théologiques, je ne vais pas rentrer là-dedans évidemment, mais tout ça pour dire le symbole, le signe chinois est une énergie propre et elle est suffisante pour sacraliser un lieu. Et ça n'est qu'en Chine, ces choses-là. Donc ça, ce n'est pas très ancien, c'est une gravure de 1905. C'est un grand temple principal du bouddhisme dans le sud de la Chine. Voilà, alors, les Chinois n'ont pas peur de s'attaquer à des pinceaux énormes et font des calligraphies monumentales. Ils profitent de certaines fêtes, qu'elles soient... généralement en Chine, le sacré, n'ayant pas forcément de transcendant, on ne va aussi pas rentrer là-dedans parce que on est là jusqu'à demain matin. La Chine superpose à la fois le séculier et on est davantage dans une superstition et une philosophie que dans une transcendance. Voilà. C'est pour ça que les deux domaines souvent ne font qu'un. Alors, le chinois a une particularité qui fait toute sa difficulté. L'écriture ne note aucune prononciation. Comme je disais tout à l'heure, il faut l'apprendre. On ne peut pas l'inventer. Ainsi, on peut donc apprendre à parler chinois sans savoir le lire ni l'écrire. Étrange. C'est des choses différentes. C'est des voies d'entrée différentes. Ce qui rend encore plus complexe l'apprentissage du chinois. Comme l'écriture chinoise ne note pas la prononciation, il faut une transcription phonétique. Et c'est depuis peu d'années, finalement, et c'est Mao qui a, depuis les années 50, inventé ce qu'on appelle le pinyin. Ce qui, pour nous, facilite évidemment la lecture là-bas, et puis les sonorités.
Donc, voilà, le pinyin, c'était pour donner du son au symbole. Par exemple, le mot bonjour. Tout le monde sait qu'en Chine, on dit ni hao. Le H, c'est R. Hein, ni hao. Le ni signifie tu, toi, et hao signifie aller bien. C'est un idéogramme, hein, dans le sens que deux mots associés donnent une idée de quelque chose. Quand on dit bonjour, ce n'est pas une chose, ce n'est pas palpable. Voilà. Pour dire bonjour à quelqu'un, on lui souhaite de se porter bien, comme nous le faisons en français. Bonjour signifie de passer une bonne journée. Donc par le pinyin, le chinois se rend accessible à l'Occident parce que tout à coup, on est un peu plus sur un registre unique qui porte des sons. Alors, en Chine, pour faire simple, ou pour faire peu simple, il n'y a pas un ton, il y en a 4. Et ça, c'est à l'origine d'énormément de quiproquos et de mécompréhensions. Et c'est pour ça que moi, ça fait 20 ans que j'y vais et que j'entends ces sonorités. Je me suis vraiment un peu familiarisée avec les sonorités chinoises. Néanmoins, il y a des tas de choses qui nous échappent. La Chine, bon, toujours ces histoires de dialecte, il y a 4 tons que vous voyez ici. Ils se nomment comme ça, ils s'écrivent comme ça sur les signes. Et en cantonais, par exemple, il existe 9 tons. Alors, inutile de dire qu'il n'y a que pour les entendre, nous on ne les entend pas. On ne fait pas la différence, on est incapable de distinguer les 9 tons du cantonais. Donc, quand on apprend le chinois, il vaut mieux aller au nord qu'au sud, déjà. Avec le pinyin, le ton de chaque syllabe est indiqué par le marquage qui est en dessous. Alors, je vais vous donner un exemple. Il existe un mot simple, c'est ma. Ma a 4 significations. Le premier ton, c'est ma. Ça veut dire maman. Le deuxième ton, c'est ma. Je monte le ton. Et c'est le chanvre. Donc, on voit déjà qu'on ne parle pas de la même chose. Le troisième ton, c'est ma. C'est cheval. Et le quatrième son, c'est ma. On descend. Et c'est une insulte. Alors évidemment, si ce ma, vous le prononcez mal, vous jetez des quiproquos terribles. Alors je vous donne ce mot-là, mais tous les mots sont à la même sauce. C'est-à-dire qu'il y a toujours 4 tons. Et là, il faut avoir une oreille hyper développée. Et je pense que les Chinois, c'est même un peu paradoxal, parce que je trouve que les Chinois, s'ils sont excessivement picturaux, je dirais, il y a un art de la peinture, de la poésie, de la calligraphie, de la lettre qui est magnifique. Néanmoins, au niveau musical, la Chine est beaucoup plus pauvre, alors que paradoxalement, c'est peut-être eux qui ont le plus d'entraînement aux sonorités. Parce que pour entendre 4 tons, sur le même mot, je vous assure qu'il faut l'entendre une paire de fois, il faut vraiment prêter l'oreille. Il faut développer une tessiture qu'on n'a pas, nous. Donc, non seulement il faut apprendre tous les signes, mais il faut aussi distinguer les 4 tons. Et je vous assure que ça, c'est une sacrée aventure. On n'a pas trop de 5, 10, 20, 30 ans pour s'y faire. Voilà. Alors, ce système de pictogrammes prolifère considérablement au départ. C'est pourquoi qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un empereur a dit stop, on complexifie trop, il faut faire quelque chose, on diversifie trop, il faut englober l'écriture dans une politique d'unification de la Chine et il demande à un de ses ministres de mettre un terme à la prolifération anarchique des caractères. Il y en aurait une quantité terrible aujourd'hui si ça n'avait pas été un petit peu structuré. Donc Li Chi établit une liste de 3000 caractères dont il fixe la forme. Alors ce sont les caractères de base. À partir de ces 3000 caractères, ce qui est déjà beaucoup, ils vont en fabriquer plein d'autres. Cependant, le nombre de caractères ne va cesser d'augmenter quand même. On en a 8000 à la fin du 1er siècle de notre ère, on en a 18 000 au 3e siècle, on en a 47 000 au XVIIIe siècle, et on en a 55 000 aujourd'hui, dont 3 000 sont d'usage courant. Alors rassurez-vous, les Chinois ne connaissent pas tous 55 000 signes. C'est quasiment impossible. Seul, c'est le privilège de quelques lettrés, qui sont des grands calligraphes qui, toute leur vie, ont côtoyé la littérature, les signes, les idéogrammes, et tous les jours ont travaillé cette discipline-là. Pour lire le journal,
Oui, attendez, je dois le dire après, donc je ne vais pas devancer. Cette tendance à la prolifération signifie un enrichissement permanent de l'écriture. C'est vrai que si on veut enrichir, affiner le sens, donner une philosophie des choses, évidemment on complexifie. Et je crois qu'on peut tous le comprendre parce qu'on a tous quand même la sensation aujourd'hui dans notre propre culture d'une extrême complexité de notre culture à nous aussi, ce qui rend quand même l'existence un petit peu difficile. Je sais pas, bon, c'est peut-être subjectif ce que je dis là, peut-être tout le monde ne le perçoit pas de la même manière, mais toutes les sociétés en évolution complexifient énormément. Alors, la complexification est rendue possible par, évidemment, la structure même des caractères. Parce qu'il suffit de rajouter un signe, une diagonale, une virgule, un ton pour enrichir le même mot. Dans sa politique de lutte contre l'illettrisme, parce que dans les années 40, en Chine, 80% de la population ne savait pas lire, n'allait pas à l'école en 1949. Le gouvernement chinois cherche à faciliter l'apprentissage de la lecture. Maintenant, ce n'est pas innocent, ça. On ne va pas faire de politique bon marché. Déjà parce que moi, je vais là-bas et qu'on m'a prévenu quand même qu'il ne fallait pas trop que je m'en mêle dans leurs histoires. J'ai compris très vite. Par nature, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, c'est l'art qui m'intéresse et c'est l'humain. Je ne suis pas forcément en adéquation avec la manière de penser le politique chinois, mais en tous les cas, Mao, ce n'était pas très innocent, c'était aussi une manière d'infléchir une pensée politique bien cadrée. On sait très bien que les totalitarismes savent très bien faire dans ces choses-là. Alors, en 1958, la réforme fondée sur la simplification de la graphie, de 515 caractères principaux, si elle donne accès à l'écriture au plus grand nombre, coupe cependant une partie du peuple, et c'est ça qui est grave, mais les Russes ont fait pareil avec le cyrillique. Cependant, une partie du peuple n'a plus accès aux textes anciens. Fatalement, quand on change l'écriture, il faut quand même y réfléchir un peu, parce qu'il y a une tendance chez nous. Je crois que quand on n'est pas très... quand on reste dans une pensée purement sociale et qu'on ne tient pas compte de tous les critères d'évolution d'une société, eh bien, on peut tomber dans une simplification dramatique qui coûte effectivement tout le monde de son passé. Et ça, je ne pense pas que ça soit souhaitable. On ne traîne pas le passé, mais on ne se coupe pas avec le passé. Le passé nourrit le présent vers le futur. Donc, la simplification consiste à restreindre le nombre de traits des caractères devenus complexes. D'après l'UNESCO, le taux estimatif actuel de l'alphabétisation est passé à 80%. On comprend bien que dans une écriture aussi complexe, évidemment, si on la simplifie, on donne accès à plus de monde. Alors, regardez le mot nuage, qui était traditionnel à gauche. Alors ça, c'est des caractères quasiment d'imprimerie. Ce n'est pas forcément fait au pinceau, ça, on voit bien. Vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai des écritures au pinceau. Ça, c'est de l'imprimerie. Le nuage simplifié a laissé tomber pas mal de choses. On garde la structure. Généralement, ça, c'est ce qui sépare le ciel et la terre. C'est ce qui est en haut et c'est ce qui est en dessous. Voilà. Donc, voilà le symbole simplifié. Il est vrai que c'est plus facile à l'écrire et à le mémoriser. Alors, la complexification, la simplification de l'écriture chinoise, si elle n'a pas changé les symboles et le sens, elle s'est simplifiée. Alors, prenons par exemple le mot pluie, qui est là. Voilà le caractère originel, très simple. Généralement, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça tombe du ciel et en petites gouttes ensuite. C'est très simple, il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Voilà. Ensuite, en écriture sigillaire, donc c'est l'écriture un peu médiévale. La voilà ici. D'ailleurs, c'est une écriture qu'on retrouve reprise dans les sceaux, là. Et puis l'écriture moderne. Et il n'y a pas eu de sens simplifié. Voilà pourquoi là c'est arrêté. Mais prenons par exemple la tortue ou l'oiseau. Regardez, l'oiseau, très simple, ça ressemble complètement presque à la Mésopotamie d'ailleurs. L'oiseau, parce qu'il n'y a pas 36 000 manières de dessiner un oiseau, généralement les oiseaux au bord de l'eau et autres. En écriture sigillaire, donc déjà beaucoup plus angulaire et l'écriture sigillaire était encore l'écriture un peu gravée. Parce que je ne vous aborde pas une chose en Chine, parce que sinon on passerait la nuit, mais à l'écriture, il y a aussi la culture du sceau en Chine.
tous les lettrés savent graver des sceaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des tampons. Voilà. Donc, il y a une forme d'écriture qui s'adaptait bien aux tampons. Ensuite, l'oiseau moderne, enfin, oui, l'écriture moderne, avant les années 50. Et ensuite, l'écriture simplifiée. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Alors, on a pu recenser plus de 60 000 caractères différents. Des dictionnaires actuels en présentent moins de 10 000. Et la lecture des textes courants requiert la connaissance de 3 000 à 4 000 caractères. Généralement, pour lire le journal, il faut connaître 1 500 caractères. Un élève à l'université n'en connaît que 5 à 6 000. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Imaginez, 5 à 6 000 caractères différents. On considère que le seuil de l'alphabétisme est de 1 500 caractères dans le monde rural et 2 000 dans le monde urbain. Pour comprendre la littérature basique, il suffit de 2 000 caractères. L'écriture chinoise est essentiellement basée sur le visuel, ça vous l'avez compris, puisqu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de ton. Par contre, le chinois parlé officiellement dans la totalité du pays est le mandarin, on l'a déjà dit. Alors, reprenons le pictogramme. Bon, j'avais fait aussi ça pour les enfants. Les pictogrammes, alors il est simplifié, c'est vraiment un travail pour les enfants que j'avais fait lundi. Voilà, la représentation de l'homme, c'est ça. C'est très simple. C'est peut-être un des signes les plus simples. 2 traits, un premier et un deuxième. Donc le voilà. Alors si je veux écrire le mot suivre, c'est ce qu'a dit Xavier, eh bien j'ai 2 hommes. Le ciel, en caractère simple, et si je veux parler du paradis, ben c'est l'homme et le ciel. Voilà, c'est des associations d'idées, hein, ce qui fait les idéogrammes. Alors, l'idéogramme de créer, voilà, je l'avais mis parce que je trouvais ça intéressant, c'est l'ensemble, c'est parler, poussière, j'avoue, j'aimerais bien avoir quelques explications, la vie et marcher. Voilà, il y a le mouvement de la création, donc c'est un ensemble, et si on regarde bien, on retrouve ce signe-là, on retrouve celui-là un peu simplifié, on retrouve celui-là qui est la vie, et on retrouve marcher. Voilà. On continue. Le poisson, on va aller vite parce que tout ça, vous pouvez le comprendre. La graphie ancienne, hein, c'est ce qu'on retrouvait il y a 3 4 000 ans. Et puis l'idéogramme se stylise un peu, et ensuite il prend une forme manuscrite libre, et ensuite c'est la graphie moderne. L'arbre, c'est pareil. Au départ, très simple. Tous les enfants ont pu lire les idéogrammes primaires sans difficulté. Ensuite, le tracé évolue un peu. La forme manuscrite ancienne est définie. Et ensuite, la forme moderne un peu simplifiée. Alors, ça, c'est intéressant. Le pictogramme soleil. Je n'ai pas le pictogramme primaire qui est tout simplement un rond et un point. Mais c'est marrant, on le retrouve aussi dans tes pictogrammes, Xavier, mais ce n'était pas le même sens chez toi. Là, c'est le soleil, c'est un rond et un point. Alors, le pictogramme soleil actuel, c'est ça, c'est ces 2 carrés superposés. Quand on les redouble, il produit Chang, hein, CH, c'est Che, signifiant brillant et glorieux. Vous voyez, pour le soleil qui a une vocation d'éclairer et d'être lumineux, quand il est redoublé de cette manière-là, il devient brillant, glorieux. Quand il est triplé en pyramide, c'est l'éclat de lumière, c'est déjà d'un autre ordre. Hein, c'est Ching, voilà. On continue. Le pictogramme soleil peut s'associer au pictogramme de l'arbre, ce qui donne le soleil sous les arbres, le soleil au-dessus des arbres, au-dessous et au-dessus, pardon, et puis l'émergence du soleil au milieu des arbres. C'est relativement simple et primaire, au fond. Il faut bien qu'il y ait des choses simples quand même. Les complexes phoniques, qui sont les plus nombreux, ils associent 2 éléments graphiques dont l'un indique le sens, l'autre la prononciation. Alors on va passer ça, pour ne pas être trop long. Oui, le pictogramme de l'arbre fait partie des signes racines.
Donc tout ce qui touche autour de l'arbre, que ce soit le nom des arbres, que ce soit la table en bois, que ce soit la forêt, etc., tout sera dérivé du pictogramme de base, qui ressemble un peu à l'homme, avec un ciel et une verticale, la droiture du tronc. Voilà. Donc, les objets en bois, il y a toujours le pictogramme de l'arbre, vous allez le retrouver partout. Voilà. Les styles d'écriture. Alors, l'écriture sigillaire, inscription sur bronze, utilisée pour les sceaux, c'est l'écriture souvent gravée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a l'écriture des signes, des scribes, celle des anciens manuscrits sur soie, parce qu'évidemment, je ne vous ai pas donné les supports, mais si les Chinois ont découvert le papier très tôt, néanmoins, on travaillait sur des tablettes, parce que c'était pareil partout, hein, des tablettes en bois, des tablettes en argile, on gravait dans de la pierre avant, et puis ensuite, on a beaucoup travaillé sur la soie en Chine. La soie, même si le papier avait aussi son importance et sa place. L'écriture cursive, c'est l'écriture de tous les jours. Et puis l'écriture régulière, écriture carrée. Alors, chaque signe chinois s'inscrit dans un carré, toujours. C'est à l'intérieur d'un carré. On n'a pas des choses, on n'a pas de fantaisie à ce niveau-là. C'est toujours inscrit à peu près dans cet espace. Alors, vous l'avez peut-être compris, une certaine philosophie chinoise se dévoile à travers l'ascèse de la calligraphie de ces signes. L'écriture signe une certaine philosophie, et la philosophie chinoise induit l'écriture. C'est l'un fait l'autre et l'autre fait l'un. Fréquenter la Chine est probablement la meilleure expérience pour en déchiffrer sa singularité. Et les trois philosophies fondatrices de ce pays civilisateur de l'Asie en général, c'est-à-dire le taoïsme avec Lao Tzu, dont il y a de nombreux temples, le confucianisme avec Confucius. Alors, Lao Tzu, c'est un peu la mystique chinoise. Confucius, c'est l'ordre, et d'ailleurs c'était repris à son avantage dans tous les systèmes politiques, parce que c'est le cahier des charges intérieur pour le bien vivre ensemble. Et puis le bouddhisme qui vient de l'Inde. La Chine l'a adopté à un moment donné, je crois que c'est au 1er siècle après Jésus-Christ. Et ces trois philosophies fondatrices de ce pays, nous on est fondamentalement judéo-chrétiens, et encore, tout le monde n'accepte pas le judéo, enfin voilà. Eux, ils ont trois philosophies fondatrices qui viennent s'entremêler, se croiser, et faire une philosophie riche et complexe néanmoins. Hein. Donc éclaire encore aujourd'hui la nature profuse et complexe d'une pensée orientale qui est parfois difficile à cerner. Voilà les trois messieurs. Confucius à droite, Lao Tzu en dessous et Bouddha en haut à gauche. Voilà, puis je termine par deux images, parce que là, on parle de l'écriture, mais en Chine, on ne peut pas la séparer de la peinture. D'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe ici, c'est le même art, c'est-à-dire que le peintre est calligraphe, le calligraphe est peintre, hein, parce que l'outil est le même, parce que c'est l'encre de Chine, peu de couleurs, des grandes surfaces parfois. Et là, vous avez l'usage d'un très gros pinceau sur une grande toile qui fait 2 mètres sur 2, ou presque, enfin 2 mètres sur 1,80 mètre. Voilà. Et puis voilà. Bon, j'ai moi-même travaillé, je travaille toujours avec Maître Sen qui est là, parce que vous avez bien compris, on n'invente pas, ça s'apprend. C'est un travail de nombreuses années. Ça fait 12 ans qu'on se connaît, voilà, qu'on se rencontre régulièrement. Et alors, moi, mon travail, bon, c'est la dernière diapo, mais mon travail, en fait, est davantage dans le champ de la peinture, même si j'utilise le trait de la calligraphie pour travailler mes espaces de peinture. C'est pour ça que je vous ai mis ça. C'est grand aussi, c'est du très large, c'est du gros pinceau, c'est des encres, c'est aussi des matières. Voilà. Voilà. Merci de votre attention.